Information importante avant de voir cette vidéo. Le sujet abordé n'est pas fait pour les enfants. J'ai pris soin de ne pas vous montrer de choses trop glauques et aucune description des meurtres. Je vous souhaite un bon visionnage. Automne 1888, à Londres. Un climat d'horreur s'empare de la ville. Un monstre rôde dans les ruelles de Whitechapel. Il tue, éventre et terrorise. On le surnomme Jack l'éventreur. Comment vont les enquêteurs de mystère? Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'affaire criminelle la plus connue de l'histoire, celle qui a fait trembler les ruelles de Londres, le tueur de Whitechapel. Pour les petits nouveaux qui passeraient sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, dans ce bureau et sur cette chaîne YouTube, on enquête sur les plus grands mystères de notre histoire. On essaye bien sûr de les résoudre, mais parfois c'est difficile. Si tu aimes les enquêtes de mystère et d'histoire, n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant. La semaine dernière, on avait enquêté sur la disparition d'Agatha Christie, la romancière. Je te mets la vidéo juste ici pour te mettre à la page. Jack l'éventreur, c'est vraiment l'enquête la plus connue, mais aussi la plus mystérieuse, car l'identité du tueur n'a toujours pas été révélée encore aujourd'hui. Et si une femme, une romancière, avait mis la main sur une succession d'indices portant à croire que l'homme en question serait un habitant du quartier? Plongeons dans cette enquête. Notre histoire commence dans la nuit étouffante du 31 août 1888 à Londres. Un policier en patrouille découvre le corps sans vie de Marianne Nichols dans une ruelle de Whitechapel. Marianne était une prostituée du quartier, une travailleuse du sexe sans histoire. Marie a été sauvagement assassinée. Elle gît sans vie sur le trottoir. Les policiers sont stupéfaits de la brutalité de cette scène de crime. C'est un meurtre horrible, oui, mais il faut se remettre dans le contexte. Le Londres de cette époque était un véritable coupe-gorge, un endroit dangereux, surtout la nuit. Un crime comme celui-ci pouvait passer inaperçu. Mais le 8 septembre, soit 9 jours après le premier meurtre, on retrouve le corps égorgé d'une autre prostituée du quartier, Annie Chapman. On retrouve Annie dans une petite cour d'un immeuble malfamé. Les enquêteurs de Scotland Yard, la police criminelle de Londres, vont faire le rapprochement entre les deux affaires. Encore une prostituée, encore à Whitechapel et deux corps de femmes mutilées. Les deux meurtres sont trop similaires pour ne pas faire le lien. Et si nous avions affaire à un tueur en série, se demande la police. Quelques jours après ce deuxième meurtre, un journal local reçoit une lettre supposée écrite par l'assassin en personne. Le tueur présumé annonce qu'il va recommencer. Il veut encore tuer. La lettre est signée Jack the Ripper, Jack l'éventreur en anglais. La police, à cet instant de l'enquête, n'a aucune piste et décide de publier la lettre écrite, manuscrite, dans tous les journaux. Peut-être que quelqu'un va reconnaître l'écriture du tueur, se demande la police. Cette décision de publier la lettre va amener 3 facteurs très importants pour la suite de cette histoire. Premièrement, un climat de terreur va s'emparer des rues de Londres. En effet, les habitants de Londres vont apprendre qu'un tueur de femmes rôde dans leur ville. Deuxièmement, cette affaire va devenir célèbre, très célèbre même. Toute l'Europe parlera du célèbre Jack, le tueur sanguinaire de Londres. Et troisièmement, nous avons maintenant un nom à lui donner, Jack the Ripper. 3 jours après la diffusion de la lettre, un nouveau corps est retrouvé, celui d'Elizabeth Stride, une de plus. Elizabeth, une prostituée qui était connue du quartier de Berners Street à Whitechapel. Ce meurtre est différent des autres. La victime ne porte pas les mêmes atrocités que les 2 autres prostituées, comme si le tueur n'a pas pu finir son travail. Il faut dire que la jeune femme a été retrouvée dans une rue animée. Dans la même soirée, une autre femme est retrouvée, Catherine Eddowes, et cette fois-ci, le tueur a pris son temps. Ce meurtre est d'une brutalité sans nom. 4 victimes, 4 prostituées mutilées, une ferveur populaire qui prend aux tripes. À la fin du 19e siècle, les policiers n'avaient pas les outils que nous avons maintenant, comme la police scientifique, pour récolter l'ADN, choper des empreintes digitales. Non, ils n'avaient rien de tout ça. Tout ce qu'ils avaient, c'était des témoins, oculaires ou pas oculaires, ou des gens qui auraient entendu des choses. Les policiers sont dans un flou total. Et ça va empirer, parce que le 9 novembre de la même année, un 5e corps est retrouvé. Celui de Mary Jane Kelly. La femme, prostituée de métier, est retrouvée dans un intérieur de maison. Le collecteur de loyer de l'immeuble la retrouve dans un lit. La scène est horrible. Le corps mutilé comme les autres. J'évite de vous montrer toutes les scènes du crime, parce que c'est vraiment très glauque. La panique gagne la ville et les policiers. 5 prostituées mortes. Pas l'ombre d'une piste. Les prostituées pendant cette période de crime étaient en première ligne. Des femmes dans une grande misère qui devaient faire le trottoir pour survivre dans des quartiers vraiment malfamés. Chaque nuit, la terreur occupe toutes les pensées. Qui sera la prochaine? Et si le tueur n'arrêtait pas ses crimes?
Eh bien si, il va arrêter net, notre tueur. Il ne va plus tuer. Mais pour quelle raison un tueur s'arrête-t-il de tuer? La mort? La prison? L'internement? On y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Au fil de l'enquête, les enquêteurs ont un bon nombre d'indices et de témoignages. Plusieurs résidents du quartier ont fourni des informations importantes sur les circonstances des découvertes, mais aussi une certaine description de la démarche d'un homme qui se baladerait dans le quartier. Plus de 700 lettres ont été envoyées à la police et à la presse, prétendument de la part de Jack, mais tous considérés comme des canulars. Après tout ceci, les policiers de Scotland Yard vont s'intéresser au mode opératoire du tueur. Les mutilations opérées sur le corps des victimes laissent à penser que le tueur a une grande connaissance en chirurgie ou en anatomie. Peut-être un médecin? Le tueur a un gros problème avec les prostituées et les femmes en général. Mais que cela signifie? Aucune preuve visible, que des spéculations. On tourne en rond. Plusieurs suspects ont été dans la ligne de mire des enquêteurs au fil des années. D'un avocat à un barbier polonais, en passant par un comte anglais. Beaucoup de jeunes hommes de la société de Londres ont été suspectés. Le profil recherché est un homme barbu, d'une trentaine d'années, mesurant entre 1m65 et 1m72. Tout londonien de 30 ans, légèrement petit, était ciblé. On peut dire aussi que les journaux anglais n'ont pas du tout aidé les policiers à trouver leur tueur. Avec leurs articles à sensation, les informations erronées, ou bien des théories non fondées, ils ont, à leur niveau, contribué au fiasco de cette enquête. En 2019, une théorie est sortie sur une trace d'ADN qui aurait été analysée sur un châle, une sorte de gilet appartenant à une des victimes. Un des suspects de l'époque, un barbier polonais du nom de Aaron Kowinski, aurait été désigné coupable. Aaron Kowinski, c'est un sacré personnage, un fou furieux. Une trace de son ADN a été retrouvée sur le châle. Mais peu de spécialistes pensent que ce soit le tueur. Certains scientifiques contestent ces résultats, questionnant notamment l'authenticité du châle. On pense vraiment avoir trouvé l'identité de Jack, mais beaucoup de doutes planent sur ces preuves. C'est pas le barbier parce que le châle, il est pas sûr que c'était le châle d'une victime. J'en reviens à une chose très importante de l'enquête. Pourquoi le tueur s'est arrêté de tuer? En 2023, Sarah Bax Horton, l'arrière-petite-fille d'un policier britannique qui a enquêté sur l'affaire, a sorti un roman sur la possible découverte de l'identité du tueur. Dans son roman, toutes les informations de cette enquête sont regroupées et après des années de recherche, un suspect colle parfaitement. Un certain Yams est cité comme étant le tueur. Épileptique et alcoolique, désigné comme le fou du quartier. Yams était connu pour violenter sa femme et sa mère. Les policiers, un jour, l'ont arrêté avec un hachoir dans la main. Quelques années auparavant, l'homme avait été victime d'un grave accident à la jambe, ce qui lui donnait une démarche assez particulière. Caractéristiques physiques distinctives, similaires à celle de Jack l'Éventreur. Un sacré psychopathe, ce qui lui a valu plusieurs séjours à l'asile. Et c'est bien ces séjours à l'asile qui vont nous intéresser. Après le dernier meurtre de Jack l'Éventreur, notre homme fut récupéré par la police comme fou errant et mis à l'hôpital psy pour un bon moment. Les crimes de Jack l'Éventreur n'ont duré que quelques mois. Lors de l'analyse des passages en hôpital psy de notre cher Yams et les dates des 5 meurtres, à chaque meurtre, Yams était en liberté. Et les périodes sans meurtre, Yams était interné. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, quelle est la raison qu'un tueur en série arrête de tuer? Un internement en hôpital psy peut-être? Je vous conseille de lire son livre, car elle décrit toutes les similitudes qu'il y a entre son suspect Yams et Jack l'Éventreur. Donc il s'appellerait Yams Jack Yam Éventreur. Est-ce que on a enfin mis le doigt sur le vrai tueur? Ça, encore, il faudrait des preuves tangibles. Là, on a juste des spéculations. Mais je trouve que c'est peut-être l'analyse la plus proche de la vérité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Assez courte, mais tout au moins palpitante. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire mystérieuse.